Merci de nous avoir suivis jusque-là. Bon, vous voyez qu'on se déplace pour essayer de trouver une bonne solution, mais les bonnes solutions techniques, je crois qu'il n'y en a pas. Enfin, si, la solution, ce serait qu'on ait des assistants techniques avec nous, parce qu'on a des systèmes hyper compliqués, et on ne les a pas. Bon, alors, donc nous reprenons, nous continuons les travaux du séminaire Chiffrer et déchiffrer les empires coloniaux. Donc, on a consacré 2 séances aux archives bancaires, et donc avec BNP Paribas, qui fait parler d'elle aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais bon, qui par ailleurs essaye de se racheter en finançant la recherche historique, donc c'est pas si mal, hein, on va pas cracher dessus. Donc, alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc Marie-Christine Cousselet, qui vient de Guadeloupe, qui est enseignante en Guadeloupe, à la fois en lycée et puis à l'université des Antilles, qui a fait une thèse en 2017, donc qui est chercheuse associée à l'IDHES et qui, dans le cadre de cette même équipe, a soutenu une thèse en 2017 sur la Guadeloupe, une île entreprise des années 1930 aux années 1960, les entrepreneurs, le territoire et l'État. Vous pourrez lire différents articles, je vous enverrai une liste pour que vous puissiez les lire. Et aujourd'hui, elle va nous parler donc des statistiques en Guadeloupe. Alors, excusez-moi, je n'ai pas le titre exact sous les yeux. Donc, des statistiques en Guadeloupe comme instrument de pouvoir et comme legs impérial. Alors, je lui passe tout de suite la parole. Merci beaucoup de me recevoir. Je vais peut-être mettre le diaporama en entier. Je ne sais pas. Enfin, oula. Ça y est, tu y es. Bon, c'est bon. Mais je ne sais pas si tu dois faire ça parce que tu ne verras pas ceux qui veulent se faire mettre dans la salle. Alors, je l'enlève. Par contre, donc, bonjour à tous. Je vais en fait chercher à comprendre avec vous comment on peut compter en situation coloniale, et les statistiques impériales en Guadeloupe sont d'autant plus intéressantes que la Guadeloupe a été une vieille colonie jusqu'en 1946, donc avec des statistiques impériales, et qu'à partir de 1946, elle est devenue département français. Donc, on va se demander en fait si ces statistiques impériales en Guadeloupe des années 1930 aux années 1970 eh bien, sont des outils de la colonisation et s'ils disparaissent rapidement en 1946. Et la réponse sera qu'en fait, ils ne disparaissent pas. Que ces outils statistiques continuent jusqu'aux années 1970-1980 à perturber la relation entre la métropole et son ancienne colonie. Donc, c'est mon point de départ. Comment compter en situation coloniale? Alors, je vous ai mis ce qu'était une vieille colonie, hein, moins 200 000 km², 1% de la superficie, environ 1,5% de la population totale de l'Empire. C'est-à-dire que les vieilles colonies sont de tout petits territoires qui passent avant leur départementalisation complètement inaperçus, entre guillemets, dans la mesure où les gouverneurs, dans la mesure où les administrateurs, dans la mesure où les ministères de tutelle sont des ministères de la marine et des ministères des colonies. Donc, qu'il s'agisse de vieilles colonies ou de colonies plus jeunes, on peut dire, la différence n'est pas du tout marquée, dans les statistiques du moins. Alors, le fait tout de même qu'on soit dans une vieille colonie et pas dans une nouvelle colonie nous donne la personnalité d'un gouverneur qui est nommé par le ministère des colonies, donc, et ce gouverneur représente le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il doit être sur place et faire appliquer des lois qui sont applicables selon sa volonté exclusive, et cette volonté est complètement basée sur des chiffres. Le chiffre dans cette vieille colonie est très important dans la mesure où ces gouverneurs, j'en ai mis un ici, dans les années 1930, ces gouverneurs ne connaissent pas le territoire, ils sont dans une carrière coloniale, ils viennent très souvent d'autres colonies de l'Empire et donc ils ne font absolument pas de différence quand ils arrivent en Guadeloupe entre la gestion d'un territoire colonial ou pas. Pour eux, la gestion est coloniale. Donc le chiffre peut juste leur apprendre par le chiffre transmis par leurs prédécesseurs, le chiffre transmis par leur peut juste leur donner la mesure finalement
de la différence éventuelle entre cet espace qu'ils vont avoir à administrer et puis une autre colonie. C'est pour ceci que dès les années 1900-1910, cette transmission des chiffres est vraiment primordiale. La colonie, dans quel but? Et surtout, qui compte? Ma connexion Internet est instable. En bas, vous avez le Conseil général. On a en fait deux pouvoirs, pouvoir exécutif représenté par un gouverneur, donc un personnel colonial, et on a aussi, puisque la population est citoyenne depuis 1848, abolition de l'esclavage, un conseil général. Ce conseil général de 36 conseillers généraux est élu par la population de l'île. Ce qui veut dire que ce conseil général est logiquement un contre-pouvoir au pouvoir exécutif du gouverneur. Et le conseil général se base sur des chiffres aussi pour demander une autre administration. Mais ce conseil général a un budget autonome. Donc, depuis 1901, les vieilles colonies ont un budget autonome. Et ce conseil général vote tous les ans un budget autonome avec des recettes qui proviennent exclusivement de la monoculture cannière, c'est-à-dire du revenu des industries sucrières locales. Donc, c'est la production sucrière locale qui alimente le budget du Conseil général. Ce budget du Conseil général a comme dépense bien, tout ce qui concerne le développement de l'île. Par exemple, les routes, les écoles, tout ce qui est santé. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux dans la mesure où l'industrie sucrière a besoin d'une main-d'œuvre très abondante, très importante, entre le mois de janvier et le mois de juillet pour récolter la canne. Cette main-d'œuvre agricole, d'ouvriers agricoles, va donc participer à la campagne sucrière, mais à partir de juillet, les industries sucrières n'ont plus besoin de personne. Donc, on est dans la situation suivante. Une usine exploite une population locale, et quand je dis exploite, c'est simplement parce que les salaires sont vraiment très minimums. Donc, une usine exploite une population agricole, et cette population agricole eh bien, ne peut être employée que 6 mois par an. Pour l'usine, il s'agit de maintenir cette population en activité, de la maintenir en vie, tout simplement, pour que cette population puisse l'année suivante, eh bien, de nouveau, servir de main-d'œuvre. Alors, les usines sont aux mains de sociétés anonymes. Depuis la fin du 19e siècle, les usines sucrières de Guadeloupe sont en faillite. Elles ont d'abord été construites et vraiment organisées par des Guadeloupéens, par des locaux qui ont fait faillite parce qu'ils ont, à la fin du 19e siècle, considérablement dépensé pour moderniser leurs usines. Ils se sont tous endettés, tous, hein, sans exception, endettés auprès du Crédit foncier colonial, et la crise sucrière du tournant du siècle, finalement, eh bien, les empêchant de rembourser leurs échéances, leurs usines sont tombées aux mains du Crédit foncier colonial. Le Crédit foncier colonial a créé une société anonyme particulière pour gérer 3 usines en Guadeloupe et 2 usines à La Réunion. Et dans cette gestion, à la tête de ces usines, des administrateurs rendent des comptes au siège social qui est situé à Paris, en métropole. Mais dans cette gestion, les exigences, les volontés, même la connaissance de la vie quotidienne finalement des ouvriers agricoles, eh bien, n'entrent pas du tout en ligne de compte. Alors, quand le gouverneur arrive nommé par le ministre des colonies, il a assez souvent tout de même une volonté, c'est d'améliorer la vie de la population locale. Mais cette volonté se heurte toujours aux portes des usines, dans la mesure où le chantage est évident. Si l'exigence de salaire de ces ouvriers agricoles est trop importante, eh bien,
nous, Crédit Foncier Colonial, ou nous, Société sucrière de l'usine de Beauport, siège social à Bordeaux, eh bien, nous quittons le territoire. Donc, la situation financière et ce semblant finalement de citoyenneté qui permet au Conseil général d'être élu, eh bien, finalement, ne peut pas conduire à des augmentations de salaire conséquentes. Et on a véritablement une main-d'œuvre qui est maintenue dans une exploitation financière et dans une exploitation tout court. Le territoire est complètement maillé, hein, construit autour de l'industrie sucrière. Toutes les infrastructures, je vous ai mis des photographies ici, toutes les infrastructures, les trains, les chemins de fer sont interdits aux passagers, bien qu'il y ait des discussions à ce sujet. Ça ne peut pas en aucun cas servir de service public. C'est exclusivement réservé à la canne. Le territoire est maillé par, on voit des balances, c'est-à-dire que dans cette récolte qui dure de janvier à juillet, eh bien, à chaque fois qu'un champ de canne est récolté, la canne est emmenée dans des balances et là, ce sont des lieux de bataille, ce sont des lieux véritablement de discussion sur le prix auquel l'usinier va acheter cette canne. Donc, je vous ai mis aussi, mais là, vous ne pouvez pas forcément tout voir, les noms des principales sociétés anonymes, hein, donc des capitaux français, là. 65% de la production sucrière et 64% du foncier appartiennent à ces sociétés anonymes. J'ai nommé la SOB, les usines de Beauport, siège social Bordeaux, la SIAPAP, usine d'Arboussier, siège social Paris. Et puis, la société surtout la plus importante, c'est ce Crédit Foncier Colonial qui a créé la Société des sucreries coloniales. Alors, le reste est géré par des capitaux martiniquais, donc de l'île Sœur, et une toute petite part, une portion incongrue, revient aux capitaux guadeloupéens, et ça tout au long du XXe siècle. Hein, je ne rentre pas dans les détails. Donc, le gouverneur qui débarque en Guadeloupe a finalement ses chiffres. Et le gouverneur qui débarque en Guadeloupe n'a absolument aucune relation avec la population autochtone dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà, il ne parle pas créole. Ensuite, les cercles de convivialité vont être ceux où se rendent bien sûr les directeurs d'usine. Donc, les chiffres du gouverneur sont ceux véritablement de l'usine. Et quand arrive une discussion éventuelle sur les salaires, eh bien, le gouverneur et les usiniers sont la plupart du temps d'accord pour maintenir à tout prix l'entreprise sucrière sur place. Alors, dans ces conditions, quelles sont les différences, puisque c'était la question de départ, finalement, entre le fait de compter dans une situation coloniale et puis le fait de compter dans une vieille colonie? Eh bien, on a tout de même une différence principale. Je vous ai mis une photo de l'inauguration de l'aéroport du Rézet en 1961 et vous avez une espèce de comptabilité. Il y a deux choses essentielles, c'est la France et notre amour pour elle. Donc là, on est en 1961, on est vraiment après la décolonisation, après la départementalisation, et on va poser donc la question de savoir si ce que j'ai dressé comme portrait tout à fait négatif du fonctionnement de cette vieille colonie est bien perdu ou pas ensuite. Alors, deux enquêtes. Je me suis intéressée à deux enquêtes. La seule qui existe avant ma période, hein, mais qui est très importante, est l'enquête de 1910. En 1910, une grève très importante paralyse la Guadeloupe. Et pour la première et la dernière fois, le gouverneur de l'époque, le gouverneur Gautret, demande à un conseiller de la cour d'appel qui s'appelle Alfred Savinière d'aller faire une enquête. Et il lui demande tout simplement pour ramener la paix sociale et pour empêcher de nouvelles grèves, il lui demande d'aller dans les champs et de voir comment la population peut expliquer cette grève et surtout quels sont ses besoins. Donc, sans passer, c'est la première et la dernière fois que ça se produit, hein, sans passer par l'intermédiaire des usiniers,
le gouverneur se rend dans les champs et apprend que les salaires sont sont beaucoup trop réduits pour permettre finalement d'alimenter la population. Nous gagnons 1 franc par jour. On a réduit ce salaire à 75 centimes. Or, il nous faut par jour. Alors là, vous avez le décompte, hein, le riz, la morue, le petit déjeuner, etc. Et on se rend bien compte qu'il n'y a absolument pas de possibilité de vivre. On est dans la survie la plus évidente, d'autant plus que quand on considère la masse des travailleurs, vous avez une petite photo là, mais il s'agit du père, de la mère et de tous les enfants. C'est-à-dire que le comptage, l'inventaire du personnel agricole n'est jamais fait. On ne sait absolument pas, dans les années 1950, qui travaille et comment les gens travaillent. On parle de petites bandes, on embauche une famille, on est tout à fait dans le clientélisme parce que, étant donné que c'est le seul emploi qu'il est possible d'obtenir, il faut absolument obtenir ce travail. Donc, les familles travaillent tous les ans et essayent d'être le mieux vu possible de l'usinier pour pouvoir de nouveau être pris l'année suivante. Alors, une autre enquête, c'est celle qui est une revendication citoyenne en 1914. C'est une enquête qui se fait partout pour la conscription. Les Guadeloupéens exigent d'être recensés, d'être appelés pour servir la patrie. Le service militaire existe comme en France parce que c'est donc une vieille colonie, mais il n'est absolument pas organisé. Ça coûte beaucoup trop cher d'armer une population qui, dès qu'elle passe le conseil, dès qu'elle passe en commission, finalement, s'avère beaucoup trop faible. La santé, l'indice Pignet dit que les Guadeloupéens ne sont pas capables d'aller au service militaire parce que tout simplement, ils ne correspondent pas aux mesures. Enfin, le délabrement sanitaire de la population fait en sorte que bien que le service militaire soit censé exister, en fait, on fait un recensement, on les garde une journée, puis on les renvoie très vite chez eux. Par contre, en 1914, il y a une véritable volonté de participer à la guerre. Le camp Jacob, enfin, qui est le centre de commandement militaire, est vraiment envahi par des gens qui ont envie de participer. Et à ces hommes, on dit, ça n'est pas possible, parce que l'indice Pignet, enfin, un indice fait de vous des incapables et vous ne pouvez pas être des soldats. Ce qui se passe en 1914, c'est que déjà armer cette population, ensuite lui faire prendre le bateau et puis finalement l'emmener en métropole où là, il va falloir l'équiper et la couvrir déjà, semble très difficile. Donc en 14, je vous ai mis, on ne les voit pas sur le côté, mais je ne sais pas comment je peux faire pour lire. Vous avez deux députés qui demandent vraiment à l'Assemblée nationale, tout simplement, eh bien, que la population participe. La Grosillère et René Boisneuf interpellent les pouvoirs publics. On est en 1916, le combat pour participer à la guerre est long. Et ces deux députés affirment, vous pouvez le lire, qu'en fait, eh bien, il y a des intérêts des possédants, donc ce sont les usiniers en très clair, qui ne veulent pas qu'on les prive de leur population agricole, et que ce sont les usiniers qui empêchent bien, que l'on paye cet impôt du sang. Alors, ce que je vous dis sur la volonté de participer à la guerre est vraiment attesté par des documents. C'est-à-dire que vous avez dans la série continue, enfin aux archives départementales de Bourbert, des mots, des signes des gouverneurs qui disent que vraiment on a une envie parmi la population de partir se battre. Donc, la petite conclusion de cette affaire-là, c'est que les engagements sont autorisés sans limite, mais parce qu'on a besoin de chair à canon, entre guillemets, dès janvier 1915. Alors, on a déjà évoqué ce maillage du territoire par la canne. On a déjà évoqué le fait que malgré un fonctionnement tout à fait démocratique, finalement, avec une élection du Conseil général, avec un pouvoir exécutif, eh bien, le poids de la métropole, vous voyez le bateau,
le poids de la métropole qui oblige le commerce à être exclusivement, sans aucun partage possible, avec et depuis la France. Donc, le poids de la métropole est trop important pour que le développement de la citoyenneté soit efficace. En termes de chiffres, on a, à partir de 1928, une certitude. Jusque-là, j'étais plutôt dans l'hypothèse, en disant que les chiffres montraient une citoyenneté avec certains obstacles. Mais à partir de 1928, en 1928, vous avez un énorme cyclone qui s'abat sur la Guadeloupe. Je vous ai mis le nombre de morts, de blessés, mais surtout des pertes colossales. Et comme la seule richesse, eh bien, ce sont les usines sucrières, les pertes les plus colossales sont subies par ces usines sucrières, bien évidemment. Alors, les usines elles-mêmes sont fortement impactées par le cyclone, mais surtout, tous les champs de canne sont détruits. La canne à sucre de l'année 1929 et de l'année 1930 ne pourra pas repousser aussi vite. Donc, les industriels se lancent dans une autre activité beaucoup plus rapide, la banane. C'est le début de la culture de la banane en Guadeloupe. Mais surtout, la France dit immédiatement qu'elle va participer à la reconstruction. Les industriels, comme le producteur de sucre, qui est en même temps député, Monsieur Grève, donc les industriels demandent de l'argent, ils reçoivent de l'argent, et cet argent qui est un prêt, eh bien finalement n'est pas remboursé. Donc là, c'est la première fois qu'on a dans une série, la série 1P aux archives départementales de Gourbert, des inspecteurs qui disent que tout ce qui a été fait pour l'industrie sucrière, et les versements ont été très importants, eh bien, a été fait finalement à perte. Et pourquoi est-ce que ceci a été fait à perte? Eh bien, parce que l'État, finalement, la France se désintéresse, ne dépense pas pour la Guadeloupe, mais demande aux industriels eh bien, de dépenser et d'organiser ce territoire. Alors, il serait assez facile de voir, peut-être, si on était dans un département, on est dans une colonie, mais il serait facile en France de voir quels sont les revenus de ces industries, combien gagnent finalement les administrateurs d'usines, combien ils ont engrangé, combien ils ont amassé après ce cyclone, et il serait assez facile, logiquement, de faire rembourser ces sommes. Mais, on le dit en bas, les contribuables qui ont de l'argent ne payent pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôt foncier, c'est remplacé par la taxe sur le sucre qui alimente le budget du Conseil général, donc pas d'impôt foncier, pas de cadastre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un maillage très important du territoire, mais ce maillage, il est énorme. On ne peut pas se promener en Guadeloupe sans voir une balance, sans voir un train, sans voir une trace de l'usine. Par contre, si l'on cherche un cadastre qui délimite un territoire, il n'y en a pas avant les années 1960. Donc, ça veut dire que d'un côté, le chiffre est un chiffre très concret, tangible, mais d'un autre côté, dès qu'il y a intérêt des usiniers, eh bien, le chiffre devient complètement flou. Et sans cadastre, il est absolument impossible de voir quels sont les dommages subis par les usines, puisque les usiniers vont dire qu'ils ont perdu telle ou telle somme. Ils vont dire qu'ils ont perdu telle surface de champ de canne, mais comme cette surface n'est légitimée par aucun cadastre ou aucun acte notarié, eh bien, c'est très difficile de vérifier. Pas de vérification. Donc, pas de vérification, on pourrait se dire, donc pas de prêt, pas d'aide à la reconstruction. Eh bien, si, l'aide à la reconstruction est très importante, sans pouvoir être contrôlée. Donc ça, on est dans le chiffre qui légitime un pouvoir colonial, un pouvoir impérial même. On est dans l'utilisation d'un chiffre là, enfin de plusieurs chiffres, plusieurs dossiers qui montrent qu'on est bien dans une colonie et qu'on va aider des entrepreneurs sans contrepartie. Donc le choix est simple. En 1935, on est aussi dans un chiffre ou une production de chiffres très abondante,
parce que il s'agit de la célébration du tricentenaire de l'appartenance, c'est le terme utilisé à l'époque, donc de l'appartenance des vieilles colonies à l'Empire. Donc, pour célébrer cette appartenance, eh bien, il faut financer ces célébrations, alors des croisières fabuleuses, des grandes fêtes à Paris, au Havre, donc dans des endroits qui sont des endroits métropolitains. Et ceux qui financent, eh bien, ce sont les usiniers, ce sont les producteurs de sucre. Donc, le syndicat des producteurs et des exportateurs maîtrise parfaitement les chiffres, finance toutes ces célébrations et finance aussi la publication de livres demandés par le gouverneur de l'époque, qui s'appelle le gouverneur Bouge. Donc, le gouverneur Bouge fait un portrait de la Guadeloupe, demande que l'on fasse un portrait de la Guadeloupe, dans laquelle eh bien, l'exploitation de la population est complètement justifiée, puisque, et on a trouvé une excuse, cette population a fort peu de besoins, une partie de son alimentation pousse en abondance. On reprend là, pour excuser peut-être si c'était attaqué quelque part, on reprend là une des justifications de l'exploitation, une population différente. Une population différente qui de toute façon n'a pas besoin de chauffage l'hiver, c'est pas dit là mais c'est dit beaucoup plus tard, qui a un esprit beaucoup moins évolué, hein, ça c'est dit dans les publications à l'occasion du tricentenaire, et qui de toute façon peut s'en sortir même en ayant un salaire de misère pendant 6 mois. C'est pas, même si cette population est citoyenne, cette citoyenneté ne correspondra pas à une légitime rétribution, on ne va pas lui donner de droits davantage. On a des spécialistes, hein, des experts comme André Kopp, par exemple, qui constatent aussi, alors dans le domaine agricole, que de toute façon, il n'y a pas, c'est le gros problème à l'époque, il n'y a pas de classe paysanne. Par exemple, l'ouvrier agricole demande des terres, mais ce qu'explique André Kopp, c'est que si on lui donne ces terres, il sera incapable de cultiver. Il sera incapable de cultiver, il fera un minimum d'efforts, et ce mot vraiment de minimum d'efforts, de facilité de la vie, de absence totale de besoins revient sans cesse. Donc, à partir du moment où, en 1935, on marque très nettement la différence de besoins entre cette population et la population métropolitaine, à partir de ce moment-là, les chiffres sont tous complètement, n'ont qu'un objectif, eh bien, c'est démontrer ceci. Alors, en 1937, arrive un gouverneur qui est le premier gouverneur de guyanais, il est au milieu. Arrive un gouverneur qui est envoyé par le Front populaire, donc qui lui vient pour combattre la fraude électorale, parce que quand je dis dans le domaine de l'usine que les chiffres sont faux, enfin, vous pouvez vous douter aussi que dans la pratique de la citoyenneté, les élections sont des moments de violence avec des bris vraiment d'urnes, avec des vols d'urnes, avec des intimidations, tout le monde est armé, enfin ce sont des moments très, très difficiles pour la paix sociale. Et Félix Eboué, ce gouverneur, arrive pour combattre la fraude électorale. Et tout le monde l'attend avec beaucoup d'espoir. Vous avez Louis-Joseph Bouge à côté, sur sa droite, et au milieu, vous avez un entrepreneur. Tout le monde l'attend avec beaucoup d'espoir parce que c'est un gouverneur noir déjà, et parce qu'il est envoyé par le Front populaire. Donc, pour la première fois, il y a au Conseil général un semblant d'espoir. Peut-être qu'il va y avoir un droit du travail, peut-être que les choses vont changer. Mais la présentation qui est faite à Félix Eboué, la présentation de la situation de la Guadeloupe, donc par son secrétaire général, hein, Édouard Casalan, eh bien, reprend, je vous ai dit tout à l'heure que le gouverneur utilisait des chiffres qui étaient les chiffres laissés par ses prédécesseurs. Mais regardez, si la population laborieuse de la colonie ne bénéficie pas de tous les avantages, c'est à cause de sa méconnaissance. Enfin, je vous laisse lire. Donc, on reprend toujours cette notion d'une différence entre une population citoyenne métropolitaine et une population citoyenne guadeloupéenne déjà. Et ensuite, on attaque là, avant même que Félix Eboué n'ait l'envie
d'introduire un droit du travail, eh bien, on attaque directement en disant, même s'il y avait un droit du travail, même si on pouvait supposer l'existence d'un contrat de travail, de toute façon, le Guadeloupéen refuserait parce qu'il veut rester libre. Enfin, je vous laisse lire ce qui est écrit. Donc, cette indépendance qui n'est qu'imaginaire, c'est ce qui va bloquer toute possibilité de changer les textes. Pas de contrat de travail, toujours pas, pas de convention collective. Alors, Félix Eboué organise des réunions, mais les patrons sont tous présents, les font traîner en longueur et ne signent jamais rien. Et on arrive donc en 1940. Là, ce que l'on compte, parce que il va falloir envoyer les hommes à la guerre sans hésiter cette fois-ci. Donc, ce que l'on compte, c'est le personnel des usines. Donc, les directeurs, les cadres sont absolument... regardez les chiffres. Les cadres sont relativement peu nombreux. Par contre, le personnel agricole, les chiffres sont assez fantaisistes, mais évidemment bien plus nombreux. Et on envoie en fait en priorité bien le personnel agricole. Et le personnel industriel et les directeurs restent sur place. Quand ils sont convoqués au conseil pour partir, en fait, il y a forcément quelqu'un qui vient les chercher en disant non, on en a besoin. Alors, on garde le directeur, on garde le comptable et on garde le géreur de l'habitation ou le commandeur. Mais on a, pour la première fois à l'occasion de cette guerre, un regard critique sur l'industrie sucrière demandé par le ministère des colonies. L'inspecteur Monguillot est envoyé aux Antilles, hein, pas simplement en Martinique et en Guadeloupe, il est envoyé aux Antilles, en Guyane aussi, et il va critiquer tout simplement les usines sucrières en disant « En Guadeloupe, on a un nombre très important d'usines qui produisent finalement très peu. Elles produisent très peu parce que toute la liberté leur est laissée et que ces acteurs de la filière n'ont absolument pas intérêt à faire des efforts de productivité, c'est facile. » Alors que, j'ai pas mis, enfin l'enquête est longue, mais alors qu'à Cuba, par exemple, eh bien, on a 2 usines sucrières qui produisent 10 fois plus. C'est tout, c'est simple. La première fois que des chiffres sont utilisés de cette façon-là, c'est-à-dire en comparant, en sortant un petit peu de ce territoire, pour cette première fois-là, il y a une véritable critique qui est tout à fait logique, mais vous vous en doutez, 1940, c'est le régime de Vichy qui est appliqué en Guadeloupe. Et là, on oublie complètement cette comparaison. Le régime de Vichy en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane a un objectif, maintenir la paix sociale sur place, puisque ce régime est toléré par les États-Unis. Les États-Unis ravitaillent les Antilles à condition qu'il n'y ait pas de façon évidente de présence allemande en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Donc, la paix sociale est très importante et les seuls qui soient capables finalement de faire régner la paix sociale en occupant la population, eh bien, ce sont les usiniers. Il faut absolument maintenir la production de sucre. Les usiniers sont assez enthousiastes vis-à-vis du régime de Vichy. Plus de grève, plus d'élections de conseil général, plus de moments, plus de syndicats. Il y avait quand même il y avait des moments de tension. Eh bien là, les directeurs d'usine ont tous les pouvoirs et je vous ai mis le résultat d'une enquête, c'est l'enquête de Vouton en 1941. D'abord, la surface cultivée en canne à sucre augmente considérablement. Ensuite, les productions sucrières atteignent en 40, 41 et 42 des chiffres inégalés jusqu'alors. Et surtout, cette production sucrière, elle n'est pas exportée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de commerce vers la France. Donc, c'est une situation économique complètement aberrante où on produit du sucre qui va pourrir dans des bateaux, dans des entrepôts, en milieu tropical, mais on continue à produire. On continue à produire pour finalement pas grand-chose, mais pour maintenir
la paix sociale. Et on continue à produire, bien qu'on n'exporte pas, et surtout bien que la population n'ait plus rien à manger, puisque vous vous souvenez du bateau qu'on a vu au début, tout vient de métropole. Et la métropole en guerre, eh bien, ferme tous ses ports commerciaux, évidemment. Il n'y a plus du tout de navires de transport des marchandises. Donc, la population guadeloupéenne meurt. Enfin, on est dans une pénurie alimentaire très grave. On a créé une dépendance alimentaire vis-à-vis d'une métropole qui ne peut plus fournir d'aliments. Donc, les États-Unis, avant leur entrée en guerre, aident la Guadeloupe et la Martinique financièrement, et puis l'aide surtout en ravitaillant un petit peu, mais globalement, la population est dans un état sanitaire encore plus déplorable qu'avant. Et beaucoup d'habitants refusent le régime de Vichy et fuient. Alors, la fuite, c'est l'Angleterre. Alors, ce n'est pas l'Angleterre, Londres, mais c'est Roseau, donc la Dominique. Il y a une grande partie de la population, mais des hommes, des femmes, des enfants, qui va se réfugier à Roseau et qui là va essayer bien de retrouver la liberté et donc de combattre pour cette citoyenneté disparue. Alors, en 1943, le 15 juillet 1943, le régime de Vichy quitte la Guadeloupe. Et là, eh bien, les nouvelles autorités d'Alger s'intéressent avant tout au stock de sucre, parce qu'il reste beaucoup de sucre. Le sucre a été stocké et pas exporté. Et le premier intérêt, finalement, pour ce territoire nouvellement libéré, qui aspirerait éventuellement à retrouver une citoyenneté, à retrouver des libertés publiques, c'est il faut libérer la France métropolitaine, donc on va prendre tout le stock de sucre, on va organiser le transport et vraiment dans les dossiers des gouverneurs, vous avez ce travail-là qui est fait, on ne pense pas du tout à rétablir les libertés publiques. Les États-Unis vont aider encore financièrement à reconstruire en particulier les usines. Pour que les stocks de sucre puissent être exportés et puis alimentés, on le voit là, alimenter l'AOF, on en a vraiment besoin. Et les usiniers sont à ce moment-là sollicités pour dire quels sont les besoins de leurs usines. Et les besoins en cuivre, c'est ce qui est à la fin. Les besoins, par exemple, en cuivre, sont complètement fantaisistes. On se rend compte à ce moment-là qu'ils n'ont aucune volonté de compter, qu'ils ne pensent pas du tout en donnant leurs besoins. Je vous en ai mis quelques-uns. Ils ne pensent pas du tout qu'on va vérifier ces besoins. On leur dit, par exemple, à l'usine d'Arboussier, quels sont vos besoins en tonnes de charbon? Ben, ils donnent un chiffre, mais ce chiffre ne correspond à rien. Et puis, il y a beaucoup de petites usines qui ne communiquent pas du tout leurs besoins parce qu'elles ne croient pas qu'on va les aider. Donc, il y a deux idées, en fait. Soit les directeurs d'usines sont très enthousiastes et disent qu'ils ont besoin de tout, alors sans voir à quoi ça va pouvoir être utilisé, soit ils refusent de communiquer leurs besoins en gasoil, en coke ou en charbon. En tout cas, ils ne savent absolument pas gérer les chiffres. Le 15 juillet donc, 1943, les nouvelles autorités arrivent et il va s'agir de récupérer la population. Alors, soit pour la population qui est capable de combattre, de la récupérer en l'engageant tout de suite dans l'armée, soit pour la population que l'on trouve en masse quand même à Roseau, à la Dominique, de récupérer cette population. Ils n'ont plus le droit de rester sur le territoire de la Dominique, ils sont forcés de revenir en métropole et on les compte et ils vont devenir, puisqu'ils ont tout perdu en partant, ils vont donc devenir des assistés, de vrais assistés. Alors là, vous avez les premiers chiffres. Ce sont les communes qui sont chargées de faire ceci, de voir quels sont les membres et quels sont les âges des dissidents qui sont partis. Donc, s'ils sont partis, c'était quand même pour aller rechercher une liberté. Au départ, on les remercie, on les accueille, et puis au fur et à mesure,
ni la commune de Basse-Terre, ni la commune de Vieux-Fort, ni les autres, ou de Saint-François, n'ont d'argent pour reconstruire des maisons à cette population-là. Et on voit très rapidement quand même que le chiffre, le nom de dissidents ou le nom de résistants qu'on leur donne disparaît. Au bout de 2-3 mois, ils deviennent finalement des éléments d'une statistique qu'il va falloir assister et qu'il va falloir alimenter. Ils deviennent un poids. Alors ça, c'est très important parce que là, on a beaucoup de listes et c'est très important parce que finalement, c'est un déni de citoyenneté. On ne reconnaît pas la qualité de résistance, on ne reconnaît pas le fait que tous ont risqué leur vie. Hein, c'était puni par la peine de mort, il n'y a pas eu de peine de mort prononcée, mais beaucoup quand même se sont noyés, ils ont tout quitté pour aller chercher une liberté qu'on ne leur offre pas d'une part, et puis d'autre part, on le leur reproche très rapidement. Et on va arriver en 44, 45, avec un nouveau gouverneur, Maurice Berthaud, qui lance une enquête sur le coût de la vie. Alors, sans aller se renseigner vraiment, mais il prend quand même un échantillon, hein, une famille de 2 enfants qui travaille évidemment à l'usine d'Arboussière, enfin dans une usine sucrière, et qui ne travaille que 200 heures par an. La conclusion est très simple. Si on prend les revenus de cette famille, eh bien, on considère que la Guadeloupe est complètement sous-alimentée, s'habille de haillons, vit dans des taudis sordides. Et vous pouvez deviner que Maurice Berthaud vient du Cameroun. Je vous ai dit que les gouverneurs avaient en fait, en étant en Guadeloupe, bien que c'était une étape de leur carrière coloniale. Voilà. Donc, lui dit que les nègres du Cameroun français, qu'il a bien connus puisqu'il a été gouverneur là-bas, ne voudraient pas du tout des conditions de vie de ces Guadeloupéens. Je vous rappelle qu'au Cameroun, on est dans une colonie française à l'époque, en tout cas quand Maurice Berthaud y est, et qu'en Guadeloupe, on est dans une vieille colonie. On voit bien que les chiffres montrent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Alors, les industriels lancent leur propre enquête, contre-enquête, on peut dire, et disent que de toute façon, ce qu'il faudrait, c'est que le taux des salaires soit lié au prix du sucre. Parce que l'industriel, vous avez Ernest Bonnet, qui est le président du syndicat des patronales locales, l'industriel ne peut pas payer un salaire si le prix du sucre ne l'aide pas à payer ce salaire. Donc, et le salaire est différent selon les usines, hein, selon l'endroit dans lequel on travaille. Mais on a un bel organigramme quand même qui vous montre qu'on va créer un bureau de la statistique, c'est très important. Bureau qui ne sera pas vraiment alimenté par une statistique très différente en 1945 par rapport aux années d'avant-guerre. Et on arrive en 1946 avec la loi du 19 mars. Donc, les 4 vieilles colonies deviennent des départements. Et c'est l'objectif, en fait, de la recherche, de voir si le chiffre change. La première évidence, c'est que les usines restent, encore une fois, les seules possibilités locales de développement économique. Ça, c'est une évidence. On n'est bien sûr plus dans une autonomie financière du Conseil général, hein, c'est la France qui finance directement le développement, mais le patronat qui a été relativement collaborateur quand même pendant le conflit, eh bien, reste sur place et les usines ne sont pas secondées par d'autres activités. Pour la France, il faut continuer la monoculture de la canne à sucre. Et tant qu'on continuera finalement la monoculture de la canne à sucre, eh bien, on aura besoin d'une main-d'œuvre, alors qu'il va devenir salarié quand même, qui va avoir une convention collective, mais qui ne va travailler que la moitié du temps. Donc, tous les textes juridiques qui définissent en fait un ouvrier agricole en France ou qui lui donnent des droits, eh bien, s'appliqueront, mais s'appliqueront avec beaucoup de retard et s'appliqueront en considérant toujours que la main-d'œuvre est différente. Cette différence, elle apparaît dès 1950, mais dès 1946 même, hein,
parce qu'on ne peut pas considérer qu'on va donner une fiche de paye. Vous avez un directeur qui dit il ne saurait être question de délivrance de bulletin de paye, ni de feuille individuelle dans l'agriculture, où l'identification du travailleur est le plus souvent difficile. Ils ne savent même pas combien de personnes ils emploient. Et on n'a pas du tout de possibilité de faire des fiches de paye, hein, et on ne va pas chercher à le faire. Alors, ça sera très progressivement établi, mais ce sera vraiment malgré les entrepreneurs. Pour l'administration, l'administration justifie, et là d'une façon évidente, et quand même pour la première fois aussi, de façon aussi évidente, l'administration justifie en disant le tâcheron. Le tâcheron, c'est donc l'ouvrier agricole de base qui apporte de l'eau dans les champs de canne, par exemple, pendant la campagne sucrière. Le tâcheron s'entourait lui-même d'une main-d'œuvre sporadique. Ça veut dire que nous, administration, nous sommes incapables de dire qui est employé dans une campagne sucrière. Et avant la départementalisation, c'est clair, c'est légitimer un pouvoir impérial. Après, ça l'est moins, parce qu'on a des ouvriers agricoles en métropole qui sont quand même tout à fait comptabilisés. On a un droit du travail qui ne s'applique pas encore en 1950. En 1954, on commence à avoir des publications de l'INSEE, mais l'INSEE n'a pas de bureau, enfin un bureau sur place avec des gens qui recueillent des chiffres, mais qui ne sont pas vraiment nommés pour ça. L'INSEE dépend de la préfecture. Donc, et on vous dit là qu'aucun recensement n'a été fait concernant les superficies. Je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de cadastre. Les services de l'agriculture donc estiment, tout est estimé. Les gros catalogues de l'INSEE qui sont publiés à partir de 1954 insistent tous sur cette petite chose écrite en petit en bas. Attention, les chiffres sont faux. Donc, il y a du chiffre, il y en a beaucoup, mais on vous précise qu'ils vont être faux. Alors, on ne vous dit pas qu'ils sont faux, hein, c'est moi qui dis ça, mais ils sont approximatifs, ce qui revient quand même relativement au même. Et puis, vous avez une enquête agricole qui le prouve hein, quand même, parce qu'en 1957, vous avez 8051 colons, donc des gens installés sur des terres de l'usine, alors qu'en 1954, vous en avez 3500, ce qui est impossible. Ce n'est pas possible entre 1954 et 1957 que les usines aient établi autant ce sont comme des fermiers hein, de colons. Donc, même ce chiffre-là est forcément complètement faux. Par contre, il n'y a aucune autre possibilité de se renseigner sur le territoire. Reprise, je vous l'ai dit, mais reprise du discours patronal par l'administration. Donc là, on peut avoir des choses. Hein. Mais en fait, le responsable, c'est encore une fois cette population quelque peu végétative. Et on envoie aux États-Unis des renseignements du type de ce tableau que vous avez là, environ. Hein, des chiffres environ. Donc, on a en gros en agriculture environ 42 000 ouvriers agricoles, des employés de la culture de la canne, etc. Et ce terme environ, répété quand même plusieurs fois, envoyé aux États-Unis en plus, parce que les États-Unis font une enquête sur ce territoire, eh bien, enfin, quand on cherche à le comprendre, on peut expliquer ceci de la façon suivante. La logique comptable est complètement destructive, je m'explique. En 1946, la Guadeloupe et les vieilles colonies deviennent des départements. Cela veut dire que tout le personnel, tous les fonctionnaires coloniaux qui travaillaient là-bas, eh bien, sont remplacés par des fonctionnaires d'État. C'est-à-dire que tous les chefs de service du service du gouverneur doivent disparaître parce qu'ils n'ont absolument pas les carrières demandées pour être fonctionnaires d'État et leurs carrières ne correspondent pas au niveau qui est exigé pour être chef de service. Alors, par exemple, vous avez le chef de service du service de l'agriculture qui travaille depuis les années 20 au service du gouverneur, qui est forcément renvoyé chez lui ou qui est mis sous tutelle d'un chef de service métropolitain qui n'y connaît rien et qui va lui donner des ordres. Or, tous ces chefs de service
qui ont eu des carrières très importantes, mais des carrières qui ne correspondent pas évidemment aux critères métropolitains. Par exemple, les chefs de service qui ont été proches du gouverneur, qui ont fait partie du conseil privé du gouverneur, mais ça ne pouvait pas exister en métropole. Donc, ces étapes de leur carrière ne sont pas reconnues et ils sont très vexés. C'était de très fervents partisans de la départementalisation, donc ils rentrent dans un silence qui empêche finalement une organisation efficace des nouveaux services comptables de la préfecture. Alors, vous avez un petit mot qui indique, attention, on apprend aujourd'hui que lors de l'intégration, donc lors de la transformation en département, eh bien, on va devoir essorer un petit peu, enfin, mettre moins de fonctionnaires. Et du coup, attention, parce que dans les territoires anciennes colonies, eh bien, on titularise très rapidement. Donc, on dit aux fonctionnaires de faire très attention et de réduire au maximum, prendre des mesures de défense. Donc, prendre des mesures de défense, ben, ça veut dire, regardez, on a des chefs de division au nombre de 3, on va en garder 3. Mais par contre, les chefs de bureau au nombre de 13, ben, il va falloir qu'on en ait 8, voire moins. On donne vraiment la consigne de renvoyer chez eux le maximum de fonctionnaires. D'abord parce que ça coûte cher et qu'on est en période de reconstruction en France. Les métropolitains n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour un territoire lointain, premièrement. Et deuxièmement, on considère que, encore une fois, ces fonctionnaires étaient moins capables que les fonctionnaires métropolitains et que beaucoup ne servaient à rien. Donc, c'est encore cette définition d'une différence avec la métropole qui justifie cet essorage, entre guillemets, de la population. Alors là, je vous ai mis deux réclamations, si vous voulez, de fervents supporters de la départementalisation. Roger Fortuné et Raphaël Bogart, c'était vraiment des gens qui s'étaient battus pour la départementalisation, qui avaient une confiance très, très forte en la France, tout simplement. Et eux se murent dans le silence. Enfin, par quelques courriers, voilà. Donc, tous leurs dossiers sont perdus, finalement. Vous me dites, ça va? Ce sont des plaintes. Et on a des grandes grèves de la fonction publique en 1952, 53. Et en 1958, au moment du changement de constitution en France, on fait des tableaux donc, pour voir ce qu'il en est de cette fonction publique territoriale. Alors, au hasard, on sépare les métropolitains des agents locaux. Donc, on a bien employé des locaux, hein, c'est clair. Mais si l'on regarde si ces locaux sont chefs de service, cadre A ou cadre BCD, ben, ils sont cadre BCD, et alors que ce sont les métropolitains qui sont cadre A. Donc là, il y a une rupture dans la continuité des chiffres parce que le personnel a changé, d'une part, et parce que les nouveaux fonctionnaires eh bien, ont une méconnaissance totale du territoire. Alors, il y a quelques critiques quand même. Bon, je vous en ai mis. L'application de la sécurité sociale, par exemple, avec une assurance maternité, encore une fois, va mettre en évidence là la grosse différence entre une métropole et un citoyen métropolitain et un citoyen guadeloupéen, par exemple, parce que
Eh bien, en Guadeloupe, on a des enfants, mais il n'y a pas le chef de famille, c'est plus une femme isolée. Donc, est-ce que ça peut devenir le chef de famille? On discute encore une fois de la différence. Toute discussion après la départementalisation met en évidence une différence, mais qui empêche finalement que les lois métropolitaines s'appliquent en entier. Alors, Ernest Bonnet, je n'ai pas mis, mais c'est les années 50, hein, note pour l'histoire économique. Donc, en fait, entre l'avant-départementalisation et l'après-départementalisation, dans les années 50, même 58, vous avez vu les chiffres de tout à l'heure, le chiffre reste finalement l'outil qui légitime un pouvoir qu'on peut qualifier de néocolonial, postcolonial. Et pourtant, et ça c'est une nouveauté, l'absence de chiffres, ou en tout cas le fait que les chiffres soient approximatifs, ben, c'est aussi une nuisance pour l'industrie sucrière, puisque en 1952, le salaire minimum est garanti. Aux plaintes des patrons qui disent mais ce salaire minimum va imposer une ruine des usines, c'est trop pour nous, on peut pas, enfin bon, ce qui est tout à fait légitime pour un patron finalement. Eh bien là, l'inspection des finances rétorque, mais on n'a aucune idée de combien vous gagnez en vrai. On n'est pas capable finalement, parce que vous ne nous en avez jamais donné la preuve, de voir que vos usines gagnent tant. Donc, quand vous nous dites que les usines gagnent trop peu pour augmenter les salaires, on ne peut recevoir cet argument. Donc là, on commence à voir un petit changement. Autre chose, enfin encore pour prouver que les chiffres sont très approximatifs, l'INSEE indique dans les statistiques de 1954 que les livraisons de rhum contingentées, le rhum est contingenté, hein, de consommation locale correspondraient, alors ils mettent correspondre, mais à une consommation de 10 litres d'alcool pur par personne et par an. C'est pas possible qu'une population consomme, hommes, femmes, enfants, 10 litres par an. Donc tout est complètement flou, mais les chiffres sont publiés et continuent à l'être. Et en 1961, je vous ai déjà mis cette image-là, vous avez une thèse de Guy Lasserre sur la Guadeloupe qui dit de toute façon, dans une thèse quand même, enfin, on pourrait disserter longtemps sur tous les chiffres des recensements du contingent de Rome. Mais tous les avantages, quand on sait que la répartition de l'octroi de mer sert à fixer le nombre de conseillers généraux, quand on sait que les agents du recensement même sont payés d'après le nombre de bulletins qu'ils rapportent, quand on sait qu'il faut qu'il est de bonne politique d'avoir un volant électoral de sécurité, hein, donc c'est-à-dire qu'on reste flou, même la fraude électorale continue. Quand on sait que la population antillaise est fort mobile, parce que la population suit l'emploi, donc les cases bougent. Et beaucoup de gens de la campagne sont encore illettrés. On accepte cette abondance de chiffres contradictoires avec beaucoup de patience. Donc, lui conseille la patience. Mais en 1961, on est sous la Ve République. Sur place, on apprend aux enfants, là vous avez un livre de CM1 de 1961, donc la même année. On apprend en fait par des camemberts, enfin des statistiques, on apprend la notion de dépendance. On a l'impression que dans ce manuel, qui est pourtant un manuel local, eh bien, on apprend à des petits CM1 que leur population est complètement dépendante de la métropole, c'est tout, il n'y a pas... Et on le prouve tout simplement parce qu'encore une fois, la part de la métropole dans le commerce extérieur des Antilles françaises, ben regardez, hein, elle est colossale. Le commerce est complètement obligatoirement
vient forcément de France, interdiction d'acheter ailleurs, tout est organisé comme ceci, et les exportations sont destinées exclusivement à la France, et il n'y a toujours pas sur place de raffinerie de sucre. Donc, une usine sucrière produit du sucre, qui est du sucre brut, qui traverse l'Atlantique, comme pendant la colonisation, donc avec le coût de la traversée, et qui ne peut être raffiné qu'en France métropolitaine. Ce qui veut dire que l'usine sucrière engrange des bénéfices en métropole, beaucoup plus que sur place. Et pour les agriculteurs, dans les années 52-53, on leur montre que, alors on écrit en rouge le chiffre, 1 milliard de francs est dépensé. Vous, agriculteurs, il faudrait que vous preniez en main et que vous puissiez renverser cette balance commerciale de la Guadeloupe. Hier, elle était excédentaire, elle est déficitaire à cause de vous. Alors, bien sûr, ce n'est pas écrit comme ça, mais si vous faisiez un petit effort, vous pourriez produire local. Donc, voilà. Et on est donc dans une impasse. Là, vous avez 59, 64. Et donc, la seule réponse, c'est la migration. Ce n'est pas un territoire qu'on va pouvoir développer parce que la population n'en est pas capable. Donc, il va falloir absolument offrir un développement à cette population, mais ailleurs. Développement ailleurs qui va être organisé par le Bumidum. J'aime beaucoup l'expression des Hyper-Africains qui sont quittés au Ben oui. Que c'est joliment dit. Et puis les attirails. Et donc voilà, la solution, c'est le Bumidum. Et on montre dans un tableau de l'INSEE le nombre de bénéficiaires des dépenses et dépenses d'aide sociale de 70 à 77, donc c'est sans fin. Hein. C'est une augmentation. C'est un coût pour la métropole. Et finalement, le chiffre, parce que là, les chiffres sont vrais, sont vérifiés. Donc finalement, le chiffre est un instrument, un outil de mesure postcolonial complètement qui maintient le département. Si on voit la diminution par 2 de l'aide à la famille de 11 058 bénéficiaires à 5 408, ça c'est la migration? Non, ça c'est l'aide à la famille c'est le coût de l'aide à la famille dans le département de la Guadeloupe. En dessous, les infirmes, grands infirmes, c'est tout ce qui est... D'accord, mais le fait que ça diminue en 7 ans, c'est divisé par 12, c'est le fait qu'ils ont fait partir... Pas forcément, ça peut aussi être le fait quand même qu'il y a heureusement un certain développement hein, et qu'on a moins besoin d'aider les familles parce que il y a des chiffres qui pourraient peut-être répondre mieux la scolarité. C'est-à-dire que quand même, hein, il y a quand même des collèges, des lycées, une organisation et les familles ne connaissent pas le même développement qu'en France mais sont de moins en moins pauvres, heureusement. Par contre, les grands infirmes, les aveugles, les malades mentaux, les tuberculeux, les personnes âgées augmentent aussi et ça coûte de plus en plus cher. Mais les familles, moins. Il y a une explosion des maladies mentales. Oui, alors là, avant, oui. Avant, enfin, c'est pas l'explosion des malades mentaux, hein, c'est en fait l'assistance, ils sont plus pris en charge quand même.
Donc là, on voit des aspects négatifs et quelques aspects positifs quand même. Mais en tout cas, ce tableau est à lire comme une charge pour la métropole. Et si la famille coûte moins cher, enfin, si on a moins besoin effectivement d'entretenir les familles, on a besoin toujours d'entretenir les personnes âgées, les malades mentaux, et il n'y a aucune diminution. Et donc, là, vous avez des dossiers qui sont aux archives départementales de Guadeloupe et qui sont les dossiers remplis par les candidats au BUMIDOM. Alors, on conclut que cette jeune fille sérieuse et honnête, remplie de bonne volonté, demande à aller faire la sténodactylo en métropole, hein, c'est un dossier BUMIDOM, mais qu'elle ne veut être ni aide-soignante ni gens de maison. Par contre, étant donné qu'il y a que ces deux carrières, il n'y a pas 3 petits points, mais plus. Et c'est un avis de l'assistante sociale et puis du bureau du BUMIDOM qui est favorable. Et elle va recevoir son aller simple pour la métropole. Mais elle va aller à Crouy sur Ourcq, c'est-à-dire qu'elle sera gens de maison. Il y avait qui demande la religion. Ah non, il demande la religion, oui. Il demande la religion. Ouais. Là j'ai mis juste parce qu'en fait, c'est sous dérogation, donc je reste discrète sur ces dossiers, parce que vous avez aussi tout un... on demande s'ils sont vaccinés, on demande s'ils n'ont pas de maladie sexuellement transmissible, enfin, il y a tout un dossier médical. Et on demande la religion, on demande aussi les conditions de vie. Et ces dossiers sont très intéressants parce qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas d'eau courante, ils ont des cuisines à l'extérieur. Enfin, les conditions sanitaires, on est dans les années 70 quand même là. Les conditions sanitaires restent complètement déplorables. C'est pas comme en France. Ah ben non, non. Ah non, non, non. Mais Oui, il y a la laïcité, mais elle est différemment. on est catholique et communiste, hein. Enfin, c'est une façon, à partir de 1945, il y a un parti communiste qui existe, qui est très important, et vous avez beaucoup de communistes qui se voient à l'église tous les dimanches. Le catholicisme, c'est plus une habitude, une croyance aussi, mais la définition de la religion, c'est pas vraiment la même. Enfin, comment dire, il y aurait un truc à faire là-dessus. On se permet à la Guadeloupe, et à la Martinique, certainement, il y a de mentionner sur un document officiel la religion, ce qui n'est pas possible. Ah non. À la Guyane, c'est différent, la loi de Oui, 1905. oui. Ah non, mais c'est encore une exception coloniale, entre guillemets, bien qu'on soit dans un département. Et puis, moralité bonne quand même. Oui. Bon, la moralité bonne. Vous avez des dossiers avec du rouge rayé parce que la personne, souvent des hommes quand même, a refusé de répondre à cette question de moralité ou que la personne est arrivée en retard au rendez-vous. Là, c'est inadmissible, hein, on ne pourra pas offrir. Est-ce que tu peux conclure et comme ça on passe à la partie discussion? Voilà. Ça commence. Donc, ma conclusion. Bon, je vous laisse la lire finalement. Ah, faut que je lise. Les statistiques impériales laissent un lourd héritage après 1946, donc, qui impose l'idée d'une différence entre les citoyens de l'ex-vieille colonie et ceux de la France hexagonale. L'absence de maîtrise du chiffre par l'État empêche le développement économique du territoire laissé jusqu'alors à l'industrie sucrière. La fermeture des usines sucrières entre les années 60 et 70, décidée par les sociétés anonymes qui les administrent, entraîne un marasme économique, entraîne une situation des petits planteurs et des ouvriers agricoles dramatique. Ils sont sans salaire depuis des semaines, voire des mois. On a en 1969 des enfants qui sont victimes de graves carences alimentaires, pour ne pas dire qu'ils ont faim en France. Et il ne faut absolument pas ébruiter ceci. Cet extrait vient d'un dossier des renseignements généraux après la fermeture de l'usine Marquisa à Capesterre-Belle-Eau. Mais il ne faut pas le dire. On les laisse, dans cet état sans aide supplémentaire. Donc, la politique de secret tolérée par l'État concernant la gestion des usines sucrières devient alors celle des conséquences de leur fermeture. On ne dit rien. Dans cette impasse, la crainte de la surpopulation implique une migration qui retarde encore davantage tout développement local
et creuse cette différence entre français. Et j'ai mis là une page de l'INSEE où vous avez les chiffres. Alors, on a dit que ces chiffres étaient approximatifs. Donc, les chiffres de l'évolution de la population avec une projection jusqu'en 1967. Et donc, on pense en 1967 qu'on va arriver à 312 224 habitants, de 724 habitants, et c'est vraiment quelque chose qui effraie. Il y a un fantasme d'une surpopulation en Guadeloupe, en Martinique aussi, qui force l'État à réagir, donc à organiser cette migration. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé tout à fait passionnant. Je vais peut-être passer la parole tout de suite à ceux qui veulent poser des questions et puis on interviendra à nouveau dans la discussion. Donc, qui souhaite parce que vous avez des questions en discussion. Voilà. Alors, il faudrait que tu enlèves Ouais, le... moi, je m'enlève. Oui, alors attends. Non, laisse-nous pas avoir parlé, tu mets-toi, par exemple, Je mets en le plein écran. Voilà. Eh ben, je te le rends. Ouais, qu'on peut voir. Non, c'était des questions sur le diaporama. Apparemment, le diaporama est en différé pour des raisons qui nous échappent complètement. Bon, on va laisser ouverte la discussion comme la discussion. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez peut-être un peu comme ça pour que vous voyez l'ensemble de la salle. Voilà, vous ne voyez rien. Voilà, mais je ne voudrais pas écarter trop parce que en fait, sinon on n'entendra rien. Donc ici, voilà. Bon, la parole est à vous si vous voulez poser des questions. Sur le chef de service avec le colonel en 46, je l'avais dit que c'était chaud partisan de... Pas tous, hein, mais les deux que je vous ai montrés là, Oui. Raphaël Boga et Roger Fortuné, sont vraiment des partisans de la parce qu'il va rien faire, ils sont financiers, ils sont faits. Enfin, non, parce qu'il croit vraiment en la France. Enfin, pour Roger Fortuné, qui a laissé dans les archives une multitude de documents, il y a un patriotisme, il y a une connexion avec la France, et pour eux, la départementalisation, c'est tout simplement la reconnaissance d'une citoyenneté pleine et entière. Ils sont citoyens depuis 1848, mais cette citoyenneté n'est pas entière. À partir du moment où on départementalise, on fait des citoyens à part entière, et ils le souhaitent vraiment ardemment. Sans intérêt personnel, enfin, sans intérêt financier. Est-ce qu'il s'agit de gens qui sont allés faire leurs études en France ou bien... Oui, Oui, beaucoup, oui. Bien, voilà. Une question à poser, mais je vais commencer par une première question. Vous avez ouvert votre exposé en disant que les vieilles colonies dont la Guadeloupe sont peu connues en France, parce que petit territoire, et cela dès les années 30. Or, pourtant, à la différence des autres colonies, des nouvelles colonies en fait, d'une part, elles ont des députés, ça, voilà. Et de trois, il y a la présence d'une diaspora antillaise dans les ports, Bordeaux, Le Havre, et à Paris, en fait, dans les villes en général, ce qui est tout à fait singulier par rapport aux autres colonies, y compris dès l'entre-deux-guerres, enfin, on connaît le Bal-Nègre et ainsi de suite. Et alors, est-ce que justement cette présence produit tout de même en métropole un peu de connaissances, on va dire, un peu plus de connaissances, et entre autres des chiffres? Est-ce que je me ressens souvent à la question de savoir combien y a-t-il de population noire en France dans l'entre-deux-guerres, les chiffres étant très très divers, Ça, suivant les. En fait, dans l'entre-deux-guerres, beaucoup oui, le bal de la rue Dorée, etc. Il y a des Antillais, il y a des Guadeloupéens, il y a des Martiniquais, mais il n'y a pas de recensement fait. Et puis, c'est, alors, entre guillemets, le monde de la nuit, le monde artistique. Donc, il faudrait regarder peut-être Éric Noël,
Paris Créole, il y avait eu Oui. un petit colloque à la Sorbonne là-dessus. Mais c'est vrai qu'en termes de chiffres, un recensement, c'est difficile de recenser les Antillais Mm. parce que ce sont des Français. Par contre, quand après la Seconde Guerre mondiale, ils fuient avant le Bumidum, vous avez une migration très importante parce que la misère est très importante en Guadeloupe, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et beaucoup s'embarquent clandestinement dans des bateaux et beaucoup arrivent en France au Havre et vraiment sont dans une situation de dénuement extrême. Et on demande à ce moment-là d'interdire, on demande au préfet Prunier d'interdire l'embarquement. Alors l'embarquement est clandestin, mais c'est très facile de surveiller davantage. Et donc d'enfermer la Guadeloupe dans une espèce de barrière en fait sanitaire. Et le préfet répond, ce sont des Français. Oui. Il y a quand même une liberté qui est celle d'aller et venir. Mais quand ils arrivent ici, en France, ils sont considérés comme des Africains, pas comme des Français, et donc considérés comme des étrangers, considérés comme des coloniaux, alors que ce sont des citoyens français, et on ressent très souvent une grosse blessure. Alors, pour compléter, est-ce que cette diaspora et ces députés produisent des chiffres, alors cette fois sur la Guadeloupe? Je pense entre autres, pour un document que je n'ai pas encore pu dire, au moment du tricentenaire, un militant communiste guadeloupéen, Stéphane Rousseau, publie une brochure sur le tricentenaire. Est-ce qu'ils sont dépendants des chiffres produits officiellement et on voit ce que ça donne, ou est-ce qu'ils ont été capables de produire, y compris d'inventer des chiffres? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais enfin, j'espère que ce sont des chiffres plus fiables. Oui, parce que les chiffres dont j'ai parlé là concernant le tricentenaire de Bouge et puis de Robert sont des chiffres complètement farfelus. C'est exclusivement fait pour légitimer la présence de l'usine et la différence encore, mais sur le territoire de Guadeloupe. Merci beaucoup pour votre exposé. Posez vos questions un peu fort parce qu'on Ah oui, c'est vrai. Durant votre exposé, vous avez mentionné à plusieurs reprises le fait que pour administrer et gouverner la Guadeloupe, il y avait beaucoup de comparaisons qui étaient faites avec la métropole. Ce qui m'amène à la question sur justement la diapositive 27. Alors, je ne sais plus en quel terme c'est précisément dit, mais il y a la question de est-ce qu'il y aura une adaptabilité de cette femme à la métropole? Et justement, je ne sais pas sur quels critères on se basait. Là, il y a écrit possible. Sur quels critères on se basait, sachant que, vous l'avez rappelé, durant l'histoire, on dénotait beaucoup de différences entre les Européens et les métropolitains. La souplesse, la gentillesse, la ponctualité, c'est vraiment pour les jeunes filles là qui subissent ces entretiens, c'est fait par des assistantes sociales et on a vraiment l'impression qu'on cherche des gens très très dociles. Par exemple, vous avez beaucoup de filles mères qui se présentent en disant voilà, moi j'ai déjà 2 enfants, ma mère va garder ses enfants. Enfin, il y a beaucoup de situations un petit peu dramatiques comme ça. Et l'assistante sociale se permet de dire non, elle va être incapable de se séparer de ses enfants, ou alors l'assistante sociale se permet de dire mauvaise éducatrice. Donc, c'est vraiment, les termes sont très, très désagréables. Donc, c'est un critère de gentillesse, d'adaptabilité. Et en sachant qu'à Crouy-sur-Ourcq, quand les jeunes filles veulent être infirmières et qu'elles arrivent et on leur apprend à faire du repassage, et on leur apprend aussi un stage qui s'appelle adaptabilité à la vie, alors qu'elles vivent normalement, mais on leur apprend à bien se tenir à table, alors que ce sont des gens qui sont considérés comme différents, mais enfin, la question ne se pose pas. Beaucoup fuient quand même. Enfin, beaucoup essayent de s'échapper, puis il y a des suicides quand même de ces jeunes femmes qui n'ont encore une fois qu'un aller simple. Elles savent qu'elles sont coincées complètement une fois qu'elles seront là-bas. Alors pour les garçons, le Bumidum est beaucoup plus positif, si on peut dire, parce que là, on leur propose des carrières.
des carrières qui vont être on leur apprend à être soudeur, à être mécanicien, à être peintre d'automobile. Enfin, il y a de vraies carrières, alors que cette obligation quoi, d'être aide-soignante ou gens de maison, c'est pas du tout ce que veulent les jeunes filles qui sont. Il y a encore une question, vous parlez pas. Oui, donc à un moment, vous avez montré sur la répartition des terres que, en gros, il y a 60% des terres qui appartenaient à la métropole et 25% avaient été plutôt martiniquais. Donc, je me demandais pourquoi martiniquais et pas, par exemple, guadeloupéen. Il se passait quoi en Martinique pour que ils investissent dans l'île voisine? Oui, mais c'est très différent. L'histoire de la Martinique, c'est l'histoire de la même faillite des entreprises sucrières à la fin du 19e siècle. Il y a la même faillite, mais le Conseil général de Martinique aide les Martiniquais, qu'on va appeler les béquets, finalement, aujourd'hui, ce sont les béquets. Donc, les Martiniquais sont aidés pour ne pas perdre leurs entreprises. Donc, vous avez en Martinique toute une part de la population qui va finalement garder son usine, alors que les Guadeloupéens perdent tous leurs biens. Ce qui veut dire que à partir du moment où les Martiniquais gardent leurs usines et s'enrichissent, et à partir du moment où l'industrie sucrière dans les années 30, fin des années 30, eh bien, est rentable, beaucoup de Martiniquais, enfin des familles martiniquaises cherchent des terres et s'installent dans des usines en Guadeloupe. Vous avez la famille Aubéry, par exemple, qui va acheter une usine. Mais donc, c'était juste finalement l'arbitraire décision administrative. Non, il y avait d'autres raisons. C'est l'arbitraire d'une décision administrative, mais qui finalement change beaucoup l'histoire, puisque en Martinique, vous avez ces familles de béquets. Il est beaucoup plus difficile. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de la Martinique, mais il est beaucoup plus difficile d'exploiter une main-d'œuvre agricole quand vous vivez sur place et quand vous êtes martiniquais. Pour les Guadeloupéens qui sont administrateurs d'usines sucrières, il s'agit, quand on a une demande légitime ou pas d'augmentation de salaire, il s'agit de dire « Attendez, je ne réponds pas, je ne prends aucune responsabilité parce que ce n'est pas moi qui décide, je suis administrateur, c'est mon siège social en métropole. » Donc, toute décision, en fait, et toute marque d'autorité doit être légitimée par une irresponsabilité totale de la personne que vous avez en face de vous, tout simplement parce qu'elle est exonérée de responsabilité puisque son siège social est en métropole. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, moi je trouve que il y a un rapport à l'autorité qui est très particulier en Guadeloupe parce qu'il y a de grosses difficultés à prendre des décisions autoritaires. Parce qu'on a acquis cette habitude toujours d'en référer à un siège social. Justement, je voulais vous demander, qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui à l'heure actuelle de cette longue histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe, dans le paysage urbain ou alors dans le paysage urbain, enfin moi je suis prof en lycée, donc j'ai une spécialité qui s'appelle HGGSP et on enseigne le patrimoine. Et on apprend aux élèves en Guadeloupe le patrimoine des terris du Nord et des mines, alors que les usines sucrières locales, ce passé ouvrier, mais complètement occulté. On travaille beaucoup sur l'esclavage. Vous voyez la petite usine Marquisa, là-bas, et ça, c'est une photo de 1980. Donc là, aujourd'hui, c'est pire. Le patrimoine industriel sucrier, le riche passé ouvrier, toutes les luttes, ce sont de passés occultés complètement. Si vous avez entendu parler du musée de l'esclavage, il est construit sur l'ancienne usine d'Arboussier, sur une usine à sucre qui était en très mauvais état, mais qui a été rasée pour construire ce musée de l'esclavage. Donc, on saute complètement cette étape ouvrière, alors que c'est une étape fondamentale. Et ce qui reste, c'est aussi cette absence de notion de service public. Enfin, je schématise, mais il ne faut pas aller dans les détails.
C'est-à-dire que quand vous avez, enfin, on a beaucoup d'élus qui travaillent beaucoup plus sur le clientélisme que sur la notion de service public. On a souvent l'impression qu'il n'y a pas de mission de service public. On n'a pas cette éducation au service public. J'ai une question. Peut-être candidate en France pour un travail. Elle a noté qu'elle veut être ni nounou, ni femme de ménage. Est-ce que c'est le seul truc qu'on va regarder? Ah oui, oui, oui. Là, elle va finir Jean de Maison, c'est sûr. Ah, ça veut dire que les femmes qui viennent de Guadeloupe, Oui. le seul truc qu'ils peuvent faire, c'est ça. Jean de Maison. Alors, on leur dit, vous faites votre stage et ensuite vous serez Jean de Maison. Quelquefois, les placements se font même chez des parties. Pierre Messmer, par exemple, a des gens de maison qui viennent par le BUMIDOM. Enfin, le personnel pas colonial, mais à des gens de maison comme ça. Mais après, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas dans un travail qui pourra être valorisé. C'est-à-dire que à force de travail, de formation, de cours du soir, elle pourra devenir autre chose. Mais en tout cas, le billet aller lui est payé sans retour pour être gens de maison. Ça, c'est très, très... C'est sûr. Et on lui fait croire qu'elle veut être infirmière, souvent. Bonjour, merci pour votre exposé. J'avais plusieurs questions, notamment concernant les usines sucrières. Est-ce qu'elles ont une logique de grands groupes intégrés de niveau en France, donc de gérer plus qu'une seule partie de la production? Vous avez mentionné le fait que le raffinement du sucre était fait en France. Est-ce que c'était fait par ces mêmes usines qui vendaient juste l'exportation, c'était fait par d'autres usines? Et en Martinique, pour comparer, quels étaient les salaires en fait, et quelles ont été leurs évolutions sur les deux îles, si vous savez? Alors pour les sucreries coloniales, par exemple, hein, qui quand même ont 3 usines en Guadeloupe et 2 en Martinique, tout le circuit appartient aux sucreries coloniales. C'est-à-dire que vous avez de la raffinerie, du champ de canne finalement, à la vente du sucre, les raffineries coloniales gèrent tout. Donc ça, mais la vente du sucre se fait vraiment en métropole. Quand le sucre est renvoyé en Guadeloupe, il coûte très très cher. Il y a pénurie de sucre. C'est très difficile d'obtenir du sucre acheté dans les magasins et qui viennent des sucreries coloniales. Ça, quant les salaires en Martinique sont meilleurs quand même, hein. Et puis la considération du personnel, qu'il soit ouvrier industriel ou ouvrier agricole, est très différente à la Martinique. Alors, je n'ai pas de chiffres précis parce que, encore une fois, en Guadeloupe, le salaire n'est pas le même. Selon les usines, vous n'avez pas un salaire pour les ouvriers agricoles. Vous avez un travail à la tâche qui va dépendre de la région dans laquelle vous allez être employé, qui va dépendre de l'usine, jusqu'à la départementalisation. Donc, comparer, c'est un petit peu difficile pour ça. Les salaires sont discutés entre le gouverneur avant la départementalisation, hein. Vous avez une discussion en janvier avec le gouverneur, avec le syndicat patronal et avec des représentants des ouvriers agricoles. Et au moment de cette discussion, eh bien, on dit voilà, le salaire sera à peu près de ceci à cela, à peu près. Et ensuite, ça s'adapte selon les soucis. Même chose, les usines ne sont pas propriétaires de toutes les terres, donc elles achètent de la canne aux planteurs. Les planteurs vendent leur canne, et là encore, il y a des discussions tous les ans pour savoir à quel prix va être achetée la canne, et là, c'est fixe en Guadeloupe. Mais, est-ce que Une question. là, tu nous as présenté en fait les chiffres produits par l'administration, donc les chiffres publics, mais est-ce que même les entreprises, est-ce qu'elles ne sont pas sous pression pour avoir une autre forme de comptabilité, surtout par rapport au siège métropolitain? Et je pensais ça aussi quand tu as évoqué
les chemins de fer ou les balances, qui sont quand même des équipements relativement onéreux et qui donc doivent être assurés, j'imagine, à un moment ou à un autre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres évaluations chiffrées par ailleurs sur lesquelles on pourrait s'appuyer? Et autre question dans la même logique, que se passe-t-il après 46 en termes de planification, par exemple? Est-ce que il y a une demande de chiffres par rapport à la planification, ou est-ce qu'on considère que on laisse tomber ces territoires parce que finalement c'est des compétitions, c'est des petits territoires. Et justement, là aussi, si tu veux, il y a quelque chose qui m'a frappé dans le fait que tu as défini les vieilles colonies comme des petits territoires, parce que d'une certaine façon, les définir par leur taille, par le chiffre de la population, le nombre de kilomètres carrés, ça c'est vraiment quelque chose qui est produit par du chiffre. C'est avec du chiffre qu'on produit en fait cette catégorisation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres façons de produire du chiffre qui mettraient un peu sous pression cette entente-là autour de chiffres qui sont fantaisistes Alors, évidemment, ces entreprises sont cotées en bourse. Donc, là, les chiffres sont donnés par le siège en métropole. Et on a vraiment l'impression qu'il y a un circuit métropolitain du chiffre qui n'interfère en rien avec le circuit en Guadeloupe. Mais un syndicaliste, Siméon Pioche, fait toute une campagne à partir des années 30, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. Et sa campagne dans le journal communiste, donc après la Seconde Guerre mondiale, s'intitule « Les chiffres sans voix des sans visage ». Donc lui va chercher les indices boursiers, enfin va prendre en métropole tout ce qui montre la richesse de ces usines et va en faire des arguments, évidemment, contre les usines. Mais alors bon, il y a une longue campagne, mais ça ne sert pas à grand-chose. On a vraiment l'impression de deux circuits très différents. Et même la planification, Alors la planification, elle est... il y a une planification. Ernest Bonnet, vous avez vu tout à l'heure, va publier un livre en disant, oui, il faut absolument que la Guadeloupe produise 100 000 tonnes de sucre. C'est-à-dire que la planification va aboutir en 1952 à l'exonération des industries qui bénéficient au territoire. Donc, si vous êtes une usine sucrière, si vous avez envie de moderniser, dans le cadre de la planification, pour dire que vous allez augmenter votre production de sucre, à ce moment-là, vous allez être aidé. Toutes les usines sont aidées financièrement. Et cette aide, finalement, toute la planification se retourne contre les employés, puisqu'il y a de moins en moins d'ouvriers agricoles, il y a de moins en moins d'ouvriers tout court, et on aboutit au moment de la fermeture d'usine à un marasme économique, mais il y a de moins en moins de personnes qui travaillent dans le sucre. Donc, cette planification arrive là-bas, en fait, à se baser sur des chiffres qui sont produits par des patrons, enfin par ce fameux Ernest Bonnet. Il devient l'expert. Et donc, toute planification va se faire à partir de son expertise. J'ai une question. Oui, j'avais une question justement dans les années 70, vous avez dit que les usines ferment. Et je me demandais pourquoi, parce qu'il y a de la betterave en France, il y a des édulcorants qui sont produits. Non. Quelles sont les raisons? Tout simplement, sucrerie coloniale, par exemple, les usines ferment parce que le prix mondial du sucre baisse. C'est plus rentable pour eux. Ce sont les sièges sociaux qui décident de cette fermeture. Les sucreries coloniales qui s'appellent sucreries d'outre-mer à partir de 1956. Donc, eux, ils mettent 10 ans avant de réfléchir et de se dire qu'ils ne travaillent plus dans un monde colonial, mais on va les appeler d'outre-mer et pas colonial. Bref, ces sucreries sont propriétaires sur les Champs-Élysées d'un immeuble, d'un parking, et décident finalement de s'orienter par autre chose que vers le sucre. Le dossier sur la fermeture de l'usine Marquisa et puis sur le fait que les sucreries coloniales, par exemple, enfin d'outre-mer, renoncent à leur production sucrière. Le dossier se trouve aux archives du monde du travail à Roubaix. Et on se rend compte que ce sont des sociétés anonymes qui investissent ailleurs, tout simplement. C'est une volonté des sociétés, absolument pas de l'État. Mais l'État ne fait pas grand-chose. Les seules enquêtes qui sont faites à Capesterre à ce moment-là, c'est demander
combien de personnes vont être gênées? Est-ce que le Parti communiste va vraiment être gênant après la fermeture de cette usine? Et comme on dit que non, finalement, il ne va pas se passer grand-chose en ferme. D'accord, non, parce que avant, bah, vu que le sucre, finalement, il est produit par quoi? C'est les betteraves? C'est la canne à sucre là-bas. Non, oui, je veux dire, mais justement, le canard vraiment fermé. Donc, Oui, mais comme on est en milieu tropical et que vous avez des productions sucrières dans les îles voisines, bah, par exemple Cuba. Oui, c'est ça, ou l'Amérique latine aussi. Et Hein. puis la Ça coûte- proportion de ça vaut sucre plus rien. local peut-être par rapport au sucre de betterave, Oui. à ce moment-là, c'est à la baisse. Oui, le coût du transport, enfin, ça n'a plus aucun intérêt financier de produire du sucre. Le rhum. Oui. Mais alors, J'ai justement, une question. est-ce que pour le développement, par exemple, de la production de bananes, est-ce qu'on est dans un tout autre modèle là et du coup, comment ils font? Il doit bien leur falloir des chiffres à un moment donné pour. Alors, la pour s'en production de positionner. bananes, ben, en fait, elle appartient, ben, alors, et même sucrerie coloniale, là, ce sont les administrateurs de ces usines qui sont aussi propriétaires des champs de bananes. Et là, vous avez beaucoup d'intérêts martiniquais qui viennent, qui s'approprient des terres, enfin, ou qui, et qui produisent de la banane. L'intérêt est. C'est pas des sociétés anonymes, hein. Ce sont vraiment des privés, enfin des D'accord, administrateurs. Ouais. Mais du coup, Des on grands entre fermes. dans du salariat agricole ou dans ce genre de choses? On entre dans une dépendance à l'étranger parce que le sport national, c'est de ne pas employer des Français, mais d'employer des gens qui viennent de Sainte-Lucie, des gens qui viennent de toute la Caraïbe. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les bases américaines sont installées à Sainte-Lucie, par exemple. L'île de Sainte-Lucie est riche, mais quand ces bases s'en vont, cette richesse décroît d'une façon rapide. Et à ce moment-là, les bananiers, mais même les industriels du Sud, essayent de faire en sorte que la main-d'œuvre soit étrangère, haïtienne, haïtienne ou venant de la Caraïbe. Hein. Et donc pas protégée. Enfin, moins protégée qu'une main-d'œuvre qui est un peu revendicative après la départementalisation, quand même. Hein. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Allez-y. Bonjour. Vous voulez poser une question oui. orale ou... Non, je vais. Votre micro, pardon, et poser Vous la m'entendez question comme ça? si vous le souhaitez. Est-ce que vous m'entendez? Je viens d'ouvrir en fait le. Désolée si vous n'entendez pas bien pour les questions et les réponses, mais on dépend d'un petit ordinateur pour ça. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Vous l'écrivez peut-être votre question. Donc, vous m'entendez pas comme ça, c'est ça? Alors, en Allô? attendant qu'elle soit écrite, moi j'avais une autre question en fait sur les chiffres du recensement de la population. Par qui est-ce qu'ils sont fabriqués là? Du coup, l'INSEE a l'air d'être complètement absent et complètement tenu à distance avant les années 60. Alors, qui est-ce qui fait les recensements? Comment on la préfecture. Donc, les maires Alors, les maires et puis des agents de l'INSEE, mais qui sont des agents recrutés localement. Ah, on n'entend pas. Non. Oui, dans ce cas-là, vous pouvez écrire. Merci Louise pour votre intervention. La direction régionale, c'est 65. Oui. Mais je crois que les bulletins de recensement de 54, du recensement qu'on disparu. Il y a une histoire dans un bateau. C'est la première fois à 54 qu'on fait un recensement qu'on peut dire plus fiable que les autres. Mais par exemple, en 65, on demande, enfin l'INSEE demande, l'INSEE en Guadeloupe demande de faire toujours une espèce d'évaluation du niveau de vie. On leur dit non, hein, c'est pas. Si on fait ça, c'est trop, ça va être trop marquer la différence encore une fois. Et alors, tu as évoqué le fait qu'il y avait des chiffres qui étaient envoyés aux États-Unis. Je serais moi aussi le tableau, voir si on voit la question s'afficher. Mais est-ce qu'il y a des demandes des institutions internationales de chiffres? Parce que là, ça devient plus fort. Et ça, heureusement, enfin, vous avez une grosse enquête du Bureau international du travail en 1952. Et cette enquête va aboutir finalement à un dossier ouvert à l'inspection des finances et l'inspecteur va dire il faut arrêter l'industrie sucrière. On commence heureusement on commence à voir dans
dans les dossiers des inspecteurs des finances cette nécessaire fermeture de l'industrie sucrière. On commence à avoir ce discours, mais sur place, on ne le ressent pas encore trop. Et puis, vous avez à un moment donné le même Ernest Bonnet et le syndicat patronal qui écrit en disant quand on demande de fermer l'industrie sucrière, on exige la ruine de la Guadeloupe. Donc, on prévient monsieur Jacques Faucard qui intervient. D'accord. Et Alors, on va attendre la question. Voilà. Et ensuite, il y a encore une question dans la salle. Donc, le pouvoir du gouverneur, ce n'est pas bon, c'est des d'accord sur Sur les citoyens des îles. Attendez, on va essayer de répondre à la question. Oui. je veux revenir sur le pouvoir du gouverneur et son indépendance, et sur le citoyen des îles. Possède-t-il une nationalité complète comme celle des Français ou juste un sujet français? C'est pas un sujet français, c'est un citoyen français, donc qui va par exemple élire des sénateurs et des députés. Ces sénateurs et ces députés vont voter des lois à Paris, à l'Assemblée nationale par exemple, mais pour que ces lois soient appliquées en Guadeloupe, il va falloir que le gouverneur décide de les faire appliquer ou pas. Ce qui veut dire que c'est un citoyen, mais qui n'a pas tous les droits des citoyens français. C'est un citoyen avec des droits tronqués, si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, sur le gouverneur, est-ce que quelqu'un comme Eboué, par exemple, il fait pas de tournée du tout? Il se contente des chiffres qu'on lui donne et de ce qu'on lui raconte et il n'arrive pas à se déplacer. C'est ça qui est en fait étonnant, surtout pour des gens qui arrivent des territoires africains. Non, il se déplace. On se déplace un petit peu. Bon, en même temps, c'est quand même de tourner la Potemkin. Hein, mais, Oui. Non, mais il se déplace quand même. Et en plus, Eboué, c'est quelqu'un qui a fait un peu d'ethnographie au début de sa carrière. Donc, il a tendance à dire j'ai le contact avec les populations. Eboué se déplace, exige qu'il y ait des réunions, exige qu'il y ait des décisions prises, enfin une espèce de semblant de droit du travail, mais il est vraiment nommé par Marius Moutet pour le problème de fraude électorale. Et là, il échoue complètement face à Maurice Satineau, qui est un député très proche des industriels et qui fait tout pour qu'il soit renvoyé. Et alors, il n'est pas officiellement renvoyé, mais il est rappelé en métropole. Il reste trop peu de temps finalement. Mais il fait des tournées parce qu'il se rend compte que, par exemple, il n'y a pas de salaire versé, mais il y a des bons d'achat dans les magasins d'usine. Et ça, c'est le premier, enfin, c'est le seul à avoir dénoncé ça. Mais c'est une question de temps. Il n'a pas le temps vraiment d'aller au bout. Vous avez une question? Oui, bonjour, vous avez une question relative au cadastre, à l'absence de cadastre avant les années 60. 60, avant les années 1960. Qu'est-ce qui explique du coup l'absence de cadastre? Est-ce qu'il n'y a pas de service topographique? Est-ce que, voilà, par des questions et des réponses, si vous connaissez. Et puis, qu'est-ce qui se substitue au cadastre? Est-ce qu'il y a d'autres documents topographiques, à savoir que, je crois, hein, pour les siècles, on sait qu'il y a des documents cartographiques. Voilà. Qu'est-ce qui se substitue en termes de documents cartographiques sur un pont? Il n'y a pas de taxe foncière. Et la taxe foncière est remplacée par une taxe de production sucrière, c'est-à-dire que vous allez produire du sucre, déclarer les tonnes de sucre produit, et là, vous allez payer une taxe décidée par le Conseil général. Le cadastre et la taxe foncière sont remplacés finalement par le budget du Conseil général, qui est un budget autonome. Et c'est vraiment pour ça qu'il n'y a pas de cadastre. Alors, l'intention des usiniers est claire, hein, il n'y a pas de barrière non plus. Les champs de canne sont complètement s'étendent le plus possible. Les propriétaires d'animaux qui vont dans les champs de canne, tout est une tolérance. Alors, il n'y a plus du tout de tolérance en 1940. Il y a beaucoup de dossiers d'amende pour avoir laissé divaguer son animal, son bœuf, enfin bon, peu importe, dans le champ de canne. Mais il y a des tolérances. Et donc, ce qui alimente aussi un petit peu cette idée de clientélisme, parce qu'on laisse telle famille, on laisse divaguer les animaux de tel propriétaire, alors qu'on ne laisse pas divaguer ceux des autres.
Ah oui. Il y avait pas. Alors, Oui, ça. est-ce qu'on peut envisager que les entreprises, possèdent, eux, des documents de la propriété? Alors, bah, logiquement, oui, puisqu'il y a des héritages. Mais en vrai, on se rend compte avec le cyclone de 1928 que les documents sont pas. Enfin, alors, soit ont disparu, soit sont complètement flous. Enfin, dans les héritages, vous avez les meubles, vous avez, mais vous n'avez pas de superficie puisqu'il n'y a pas de cadastre. Je pense que les documents, notamment qui sont laissés, par exemple, à Cuba, les documents etc., par les propriétaires extérieurs, justement, des industriels qui restent en propriété. Mais j'aimerais si ces familles de la fin du 19e aussi s'affichent sur ces documents-là. Ben, en tout cas, ça n'apparaît pas lors du cyclone de 1928. Et si ces documents avaient existé, ça aurait été le moment de les sortir entre guillemets. Est-ce qu'il y a des conséquences? C'est une question qui est posée dans la discussion. Est-ce qu'il y a une conséquence de la mise en place? Non. On peut voir les conséquences Enfin, économiques de la mise en place du cadastre? Non. Enfin, oui et non. Les conséquences de la mise en place du cadastre dans les années suivantes dans les années 60 sont les suivantes. En fait, c'est le moment où les entreprises commencent à se désengager du territoire de Guadeloupe. Et c'est le moment où les territoires sont, le territoire, enfin, est vendu, concédé à l'État pour créer des logements, pour créer des habitations sociales, etc. Donc ça pourrait être une conséquence, peut-être que, et la conséquence serait positive pour les entreprises, puisque du coup, elles peuvent vendre quelque chose qui n'était pas censé leur appartenir. Mais aujourd'hui encore, vous avez des actes de propriété qui n'existent pas sur les 50 pas géométriques. Vous avez 50 pas géométriques sur le réservé à l'armée, enfin, sur l'espace littoral, et il n'y a pas d'acte de propriété. Il y a encore un flou important dans ces... Ces questions sur le cadastre, on peut penser à la question de l'état civil. Alors, l'état civil, les colonies appartiennent à l'évolution de l'esclavage, est établi pour toutes les populations. Entre l'établissement et la mise en pratique, il y a toujours un écart. On sait bien qu'en métropole, il est plus d'un siècle d'avoir un état civil à peu près cohérent sur l'ensemble du territoire. À partir de quand l'état civil en Guadeloupe est à peu près cohérent? Bah, ça dépend ce que vous entendez par cohérent. Mais... à peu près les naissances enregistrées dès la naissance et non pas 6-7 mois après, et ainsi de suite. Bah, en fait, dès l'abolition, mais ce qu'il y a, c'est que les documents ont disparu. Beaucoup de documents ont disparu. Hein. Donc, en fait, c'est pas tellement une question de cohérence parce que la volonté, l'obligation de donner un nom, etc., d'état civil en 1848, logiquement, est clair, net et précis. Mais vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent encore à définir, à retrouver leur identité, à justifier leur propriété sur tel territoire. Enfin, et alors, sans faire intervenir les entreprises sucrières. Vous avez, je parlais d'André Aubéry tout à l'heure, là, ce Martiniquais qui est propriétaire de l'usine du comté de l'Oréac. Aujourd'hui, enfin, il y a un énorme contentieux dans cet espace-là. Parce que, justement, absence de cadastre, absence de limitation de territoire. Donc, vous avez la famille Aubéry qui revendique cet endroit et d'autres familles ou d'autres anciens colons qui revendiquent aussi. Hein. C'est pas du tout réglé, cette histoire-là de propriété, finalement. Il y a encore des questions? Il y a encore des questions? Du coup, il n'y a pas de domaine public? Ah si. Bah, par exemple, il y a un domaine public, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace littoral, c'est un domaine public. Les 50 pas géométriques, mais ce n'est pas pour ça que vous n'avez pas des habitants qui s'y sont installés avec l'accord du maire, avec un accord... Ah mais non, toujours pas, non. Et comme aujourd'hui, le littoral est attaqué, enfin s'effrite avec... la hausse, eh bien, les gens ont tout perdu. Ce sont en général c'est une population âgée qui a un acte de propriété, qui est persuadée qu'elle l'a, mais qui n'a pas le papier. À Capesterre, ça c'est beaucoup fait, par exemple, à Capesterre, belle autre. Donc, enfin, voilà.
Je pense que cette histoire de l'industrie sucrière, est encore est encore vécue. C'est quelque chose qui là-bas est très important, quoi, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques? Bon, ben, il nous reste à te remercier. Non. On mettra le PowerPoint sur. Oui, Parce que apparemment, il n'est pas Ils passé. sont arrêtés à la diapo 4. Non, mais de toute façon, avec Zoom, on a toutes sortes de surprises. On a vraiment bonne. Mais alors, juste une précision pour la prochaine séance, donc le 9 mars avec Léa Renard, qu'on a pu voir à l'écran tout à l'heure. Donc cette séance-là et la séance suivante aussi, le 23 mars avec Abdou Karim Tandjigora, c'est des séances qu'on va faire intégralement par Zoom, tout simplement parce que nos intervenants ne peuvent malheureusement pas nous rejoindre à Saint-Denis. Et donc, ça sera complètement par Zoom. Alors, attendez que je vous envoie un lien. N'utilisez pas le lien récurrent qui est parti en vrille. Donc, je vous enverrai un nouveau lien qui sera un lien direct et sans, avec juste une salle d'attente. Là? Non, bah oui, ils sont arrêtés au 4. Ils sont arrêtés au 4. Moi, je regarde pas. Mais pourquoi ça sert? Je ne sais pas. J'ai dit, on s'est arrêté à la diapo 4. Ce truc est complètement aléatoire. Et en fait, moi, je m'étais beaucoup basée sur le PowerPoint parce que quand il y a des zooms, c'est plus clair. C'est plus clair. Oui, j'ai pas lu. Hein. Et en fait, c'est pas plus clair s'ils s'arrêtent à la diapo 4, les pauvres. Ouais. Je l'enregistre. Tu l'envoies, tu peux ou pas? Oui, écoute, on est là. Enfin, comme tu veux, mais. Il est sur mon. Parce que tu as la petite clé. C'est bien sur mon écran. On va voir où on en est.